Voyons maintenant les caractéristiques de la reproduction asexuée. Pour cela, nous les présenterons en parallèle avec celles de la reproduction sexuée sous forme d'un tableau que vous avez à la fin de votre polycopie. Ça nous permettra ainsi de comprendre l'intérêt pour les plantes d'associer les deux types de modalités en voyant à la fois les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles. La reproduction asexuée, nous avons pu voir qu'elle peut mettre en jeu une grande diversité d'organes. Ça peut être des organes végétatifs, racines, tiges, feuilles, ou encore des organes reproducteurs avec les ovules. La reproduction sexuée, elle, bien sûr, ne peut se faire qu'à partir d'organes reproducteurs, donc au niveau des fleurs. La reproduction asexuée repose sur l'aptitude des végétaux à reconstituer une plante entière, puisqu'on a vu qu'une plante souche va former des plantes, des descendants. Et pour ceci, il y aura généralement néoformation d'organes manquants qui vont permettre de reformer un individu entier avec racines, tiges et feuilles. Ces processus reposent sur les capacités de totipotence cellulaire des cellules végétales, puisque on peut partir d'un fragment de végétal pour redonner une plante entière. Ça veut dire que le fragment initial présentait des cellules différenciées, et bien ces cellules vont se dédifférencier pour réacquérir des capacités de cellules embryonnaires et donc pouvoir se multiplier, proliférer par mitose. Une fois ces cellules ayant proliféré, elles vont pouvoir à nouveau se redifférencier pour correspondre à des cellules de racines, de tiges, de feuilles. Donc la reproduction asexuée, bien sûr, est basée au niveau des cycles cellulaires sur des cycles principalement mitotiques. Alors que la reproduction sexuée est basée principalement sur la méiose, puisque la définition de reproduction sexuée, c'est l'association méiose plus fécondation. Donc la méiose est le type de division essentiel dans la reproduction sexuée, mais on verra que secondairement, des mitoses vont s'y associer. La reproduction asexuée, multiplication végétative, peut être considérée comme une reproduction rapide. On va avoir formation assez rapidement de la descendance, alors que pour la reproduction sexuée, on peut la considérer comme relativement lente, puisqu'il faudra au préalable former des fleurs. Ces fleurs vont être le lieu de la fécondation. Ensuite, il y aura formation d'une graine dans un fruit qui devra par la suite germer. Donc, tout ceci prend un certain temps. La reproduction asexuée est peu coûteuse en énergie. On aura juste des phénomènes mitotiques rapides, donc c'est peu coûteux en énergie, alors que la reproduction sexuée, elle, nécessitera une quantité plus importante. Pour la reproduction asexuée, on a vu possibilité d'utilisation d'organes de réserve dormants, donc certains organes de réserve qui servent au passage de la mauvaise saison peuvent servir également à la multiplication végétative. On a vu l'exemple du tubercule de pomme de terre, on a vu l'exemple des rhizomes, donc il peut y avoir couplage de deux fonctions importantes. Dans le cas de la reproduction sexuée, il y a présence d'étapes délicates, donc le cycle est difficile à boucler. Ce que j'appelle étape délicate, c'est la pollinisation avec le grain de pollen qui est émis dans l'environnement. Ça va être également la fécondation avec ce grain de pollen qui doit venir à la rencontre de l'ovule. Donc on verra le trajet des spermatides jusqu'à l'oosphère. Et il y a également de nombreux stades fragiles. Les stades fragiles, ce sont les fleurs, ce sont les grains de pollen, ce sont les embryons. Donc là, il y a un certain nombre de stades qu'il va falloir protéger pour pouvoir boucler le cycle et faire la reproduction sexuée intégrale. Voyons maintenant les aspects
liées à l'information génétique. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail des modalités génétiques en gardant à l'esprit toujours notre, notre problématique concernant l'innovation et la conservation de l'information génétique. Alors, la reproduction asexuée, bien sûr, va être associée à des phénomènes de mitose. Donc, chose essentielle, c'est que la mitose est considérée comme une division conforme. Donc, on va avoir ici, globalement, multiplication des cellules avec formation d'individus qui vont être identiques à la plante mère. Donc, globalement, voilà vraiment ce qu'il faut retenir. Ce qui est primordial. Pour la reproduction sexuée, la reproduction sexuée par définition, c'est l'association méiose plus fécondation. La méiose, c'est une division non conforme. Il va y avoir formation de cellules uniques avec des phénomènes de brassage intra- et interchromosomique. Donc ces cellules, on verra, vont générer par la suite les gamètes. Donc il y aura des gamètes très divers. Et ces gamètes très divers vont fusionner par fécondation. Cette fécondation se fait au hasard. Donc là, on aura formation d'un embryon vraiment unique, d'où une diversité génétique. Donc là, la descendance sera fondamentalement différente des parents, des individus parents. Donc là, bien sûr, voilà, il faudra couplage entre des gamètes différents, alors que pour la reproduction asexuée, il n'y aura pas de gamètes. Si maintenant on rentre un peu plus dans les détails, les cycles mitotiques sont présents pour la reproduction asexuée, bien sûr, on l'a rappelé, via la mitose, mais ils sont présents aussi pour la reproduction sexuée. On verra que les cellules issues de la méiose vont ensuite subir de la mitose pour fabriquer les gamètes. Donc la reproduction sexuée, bien sûr, en plus, a pour spécificité de présenter de la méiose. Ces divisions cellulaires, systématiquement, vont conserver le génotype de l'espèce. Alors, division cellulaire pour la méiose plus la fécondation, ça conserve le génotype de l'espèce, donc la reproduction sexuée comme la reproduction asexuée conserve le génotype de l'espèce et conserve également le génotype parental. Alors, pour la reproduction asexuée, le génotype parental est conservé de façon intégrale. Alors, sauf erreur, on verra, il peut y avoir des erreurs au cours de la mitose. Donc, la mitose, on conserve intégralement le stock génétique. On va former des cellules qui sont toutes identiques les unes aux autres et ces cellules vont former un individu complet identique au pied mère, donc à la souche. Et quand on prolifère ces individus, on aura formation d'un clone. Donc on peut parler globalement d'isogénie et de stabilité génétique. Pour la reproduction sexuée, au niveau bien sûr des gamètes, il y aura la moitié du stock génétique du parent qui est conservé. Hein. Dans le gamète mâle, on aura N chromosomes provenant de l'étamine. Dans le gamète femelle, l'oosphère, on aura N chromosomes provenant de la partie ovule. Donc chaque gamète gardera la moitié des chromosomes du pied mère. Si maintenant on regarde dans le détail de la mitose et la reproduction asexuée, on a dit globalement on forme des clones, mais en réalité ces clones ne sont pas à 100%, ne contiennent pas à 100% des individus identiques. Il y a une certaine variabilité génotypique, d'où variabilité phénotypique du clone, qui est due à un certain nombre d'erreurs au cours des cycles mitotiques, que sont les mutations ponctuelles, les mutations chromosomiques et les remaniements karyotypiques. Donc là, je vous demande de revoir pour toutes ces modalités
ce qui avait été présenté dans le chapitre sur la reproduction sexuée des mammifères, donc savoir redéfinir et détailler les catégories de modifications génétiques. Dans le cas de la reproduction sexuée, bien sûr, il y a méiose plus fécondation. Donc la méiose va induire une grande variabilité génotypique et phénotypique des descendants, puisqu'il y a principalement les phénomènes de brassage intra- et interchromosomique, et suite à ça, une fécondation au hasard des gamètes qui au préalable étaient très divers. On peut rajouter aussi ici, pour la méiose, il y a également des mutations qui peuvent intervenir, mutations ponctuelles, chromosomiques, remaniement karyotypique, et également dans les mitoses qui suivent la méiose, il peut y avoir des erreurs. Donc on a variabilité qui est accrue. Voyons maintenant la place dans le cycle de développement et le peuplement qui est permis par ces deux types de reproduction. Pour la reproduction asexuée, on peut dire que la colonisation peut se faire de façon rapide dans les habitats homogènes. On peut avoir donc une prolifération importante quand le pied-mère est bien adapté au milieu. Il y aura un dynamisme de peuplement qui va se faire. Donc c'est un avantage certain. Pour la reproduction sexuée, par contre, il y a un potentiel évolutif dans les habitats variables. C'est-à-dire que là, si l'environnement change, du fait de la formation d'individus qui sont nouveaux, ils sont susceptibles éventuellement d'être adaptés à cet environnement changeant, alors que les parents pouvaient ne pas l'être. Pour la reproduction asexuée, la colonisation va se faire de proche en proche, donc l'expansion, par exemple, si on est au niveau du sol, va permettre de former des tapis de végétaux identiques les uns aux autres. Donc ça va avoir pour inconvénient, là par contre, de générer une compétition intraspécifique à l'intérieur même de l'espèce. Donc on aura des peuplements denses de végétaux identiques qui vont exclure les autres espèces. À l'opposé, la reproduction sexuée au cours de laquelle il y aura formation de graines et de fruits va permettre une dispersion des nouveaux individus, puisque les fruits, on verra, vont permettre, via différentes modalités, la dispersion des semences. Pour la reproduction asexuée, un inconvénient majeur, c'est qu'il y a une grande sensibilité qui peut se manifester, une grande sensibilité aux agresseurs, par exemple aux pathogènes. Si on a un individu de la population qui est sensible à un agresseur, tous les individus de la même population, qui globalement vont avoir le même patrimoine génétique, vont également être sensibles. Donc là, on pourra avoir une destruction importante de tout le peuplement. Alors que au niveau de la reproduction sexuée, étant donné que les individus sont tous différents les uns des autres, on a une plus grande résistance. Il est à signaler que certains angiospermes ne pratiquent quasiment que la reproduction asexuée. C'est le cas notamment des espèces dioïques dont les individus sont éloignés. Espèces dioïques, je rappelle, ce sont des espèces pour lesquelles certains pieds sont uniquement mâles et d'autres pieds sont uniquement femelles. Donc dans ce cas de figure, si les individus mâles et les individus femelles sont éloignés, la reproduction sexuée n'est pas possible. Donc à ce moment-là, la seule modalité de fabrication de nouvelles générations, c'est la reproduction asexuée. Donc on peut trouver ça par exemple chez l'ortie dioïque et chez certaines espèces cultivées, l'ananas, la banane. Mais dans la plupart des cas, les espèces vont associer les deux types de reproduction.